tous, salut à 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 tous. J'espère que vous allez tous et toutes magnifiquement bien, 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 magnifiquement bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Pour la première fois, on va raconter l'histoire de quelqu'un de manière très complète. Euh, Récemment, j'avais envie de voir des films et je me suis dit plutôt que voir des films un petit peu comme ça au hasard, je vais choisir un réalisateur et je vais regarder toute sa filmographie. Et après, je me suis dit, mais je peux en faire une vidéo ASMR et raconter aussi sa vie et son parcours si ça vous intéresse. Et j'ai décidé de commencer avec un réalisateur que je connaissais déjà, qui avait un univers assez intéressant, assez varié, qui pourrait être intéressant à raconter. Donc j'ai choisi Tim Burton. J'ai choisi Tim Burton pourquoi? Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de films de Tim Burton que je connaissais et que j'aimais beaucoup, notamment ses films d'animation dont je parlerai plus tard. Et donc je me suis dit, il est un petit peu crazy ce mec. Il a un univers hyper riche, hyper merveilleux, hyper onirique, hyper varié. Donc ça peut être super à découvrir et à raconter en vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire. Je vais raconter son histoire, son parcours, comment il est devenu réalisateur et quel film il a sorti, quel film il a réalisé. On commence dès maintenant avec le premier acte, l'enfant spécial au sombre talent. Timothy Walter Burton, né le 25 août 1958 à Burbank, Californie, aux États-Unis. Burbank, c'est une ville au nord de Los Angeles et proche de l'univers du cinéma, puisque c'est là-bas que se situent les studios d'Hollywood qui servent de lieu de tournage. Vous constatez que dès la naissance, il est au plus proche de ce qui va l'obséder toute sa vie. Tim ne grandit pas seul, il a un frère, Daniel, et ses deux parents, Jean et Bill. Jean, sa mère, possède une boutique de souvenirs sur le thème des chats. Original, mais réel. Bill, son père, ancien joueur de baseball, travaille dans le service des parcs et loisirs de la ville. Pendant son enfance, Tim Burton devient peu à peu solitaire. Il ne ressemble pas aux enfants et il le sait. C'est à ce moment-là qu'il commence à être fasciné par ce qui se rapporte à la mort. Il aime explorer et s'aventurer dans le cimetière près de chez lui. Hyper glauque. Et lorsqu'il trouve le véritable monde ennuyant et morne, il imagine ce que les morts font pendant ce temps-là. On verra plus tard que dans la plupart de ces films, le monde des vivants sera vu comme triste et morne, pendant que le monde des morts sera rempli de couleurs, de joie, de chaleur. Ce qui lui inspire cette vision chaleureuse de la mort, c'est aussi de par sa localisation. Los Angeles est dans le sud des États-Unis et c'est proche du Mexique. Au Mexique, on a une fête qui s'appelle la fête des morts. Vous connaissez sûrement, vous l'avez peut-être vu en espagnol au collège ou au lycée. La fête des morts, c'est une fête mexicaine où la mort des proches est célébrée, mais célébrée avec joie. On se souvient de tous les moments passés ensemble et on est heureux de rendre cet hommage à nos proches décédés. Donc lui, il est hyper influencé par ça, hyper impacté, il trouve ça hyper touchant, cette manière de traiter la mort, là où dans la plupart des pays c'est quelque chose de triste. Bon, il y a ce premier aspect où il est très obsédé par le monde de la mort, mais en même temps pour un petit peu s'évader de ce monde qu'il trouve morne, il s'aventure dans un autre univers tellement vaste, le monde du cinéma. Il va voir énormément de films. Il le dit lui-même en interview, il a vu beaucoup de films,
où c'est des monstres en noir et blanc, un petit peu mal fait. Il y a Godzilla, mais il y a aussi un film qui l'a marqué plus que les autres, Frankenstein. Vous comprendrez plus tard à quel point ça l'a impacté dans son travail. À cause de nombreuses disputes avec ses parents, Tim finira par vivre chez sa grand-mère où il passera son temps à dessiner et affiner sa plume. En grandissant, il commence à mettre en image ses personnages et il a du talent, beaucoup de talent, tellement qu'il se fera repérer par des chasseurs de tête de Disney qui lui conseilleront d'intégrer la CalArt, la California Institute of the Arts, école de dessin créée par Walt Disney lui-même. Il y passera 3 ans et tout le monde voit en Tim un prodige capable de relancer Disney. Mais de l'autre côté, beaucoup le trouvent spécial. Un petit peu trop spécial, un petit peu trop axé sur des choses horrifiques pour plaire au grand public que Disney touchait à l'époque, notamment les enfants. Donc là, il va se trouver dans un moment assez particulier. Il arrive au moment où Disney veut un petit peu se retrouver et donc laisse un petit peu de la liberté aux créateurs. Mais de l'autre côté, ils veulent un petit peu limiter ses créations pour éviter de heurter le grand public. Le premier film qu'il sortira ne durera que 6 minutes. Il s'intitule Vincent et raconte sa propre histoire. Ceux qui lui ont fait confiance avec ce petit film sont assez contents du résultat et investissent dans un nouveau projet, Frankenweenie. Donc vous voyez le lien avec Frankenstein, sauf que là, Frankenweenie, c'est l'histoire d'un jeune homme hyper doué en sciences qui décide de ressusciter son chien après un accident. Vous voyez par vous-même, le film est vraiment fait maison. On voit le maquillage sur le vrai chien, c'est assez intéressant à voir. Et ce film, il durera seulement 29 minutes. Tim Burton y fait ça sans savoir que des années plus tard, Frankenweenie sortira sous la forme d'un film d'animation en 2012 et qu'il aura beaucoup de succès. Il réalisera un dernier film sous le joug du monstre de l'animation américaine, Les Aventures de Pee-wee. Pee-wee, c'était un animateur dans une série télévisée très connue, un show télévisé. Et en fait, dans ce film, il lui fait parcourir un peu tous les studios d'Hollywood et avec beaucoup de références. Et c'est pas vraiment sa patte artistique que l'on retrouve, mais c'est le film qui lui permet de convaincre Hollywood qu'il mérite sa place au sein des studios. Acte 2. Création de son propre monde. Le temps passe et c'est en 1988 que Tim Burton lance son tout premier film, Beetlejuice. Avec ce premier jet, il se différencie directement de ce qu'on peut retrouver à l'époque. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Beetlejuice, tous ceux qui l'ont vu s'en rappelleront. C'est très important de marquer les gens, c'est pas grave si le premier film n'est pas un carton. Ce qui est important pour un premier film, selon moi, c'est d'avoir un style et de se démarquer directement. Un style aussi puissant que celui de Tim Burton dans Beetlejuice marque les gens. Ils se rappellent de ce film complètement étrange. Beetlejuice, c'est un film d'horreur comique avec une histoire assez originale. Je vous en dis pas plus, j'en ferai une vidéo dédiée avec en lien le deuxième Beetlejuice qui est sorti en 2024 avec Jenna Ortega. Donc je vous raconte pas son histoire et je vous montre pas trop d'images. Après Beetlejuice, Tim va s'attaquer à une licence énorme. Il réalisera 2 films Batman. Il réitère sa collaboration avec Michael Keaton, qui faisait le rôle de Beetlejuice pour cette fois le rôle de Bruce Wayne. En 1989, Batman raconte l'histoire de Bruce face au Joker interprété par Jack Nicholson. Et en 1992, Batman le défie, met en scène Batman face au Pingouin et à Catwoman. Personnellement, j'ai préféré le second film. Le premier, il est vraiment standard. Le deuxième, il est un petit peu plus sombre et je reconnais plus le style de Tim Burton, notamment dans les décors. J'étais fasciné par l'antre du pingouin, où vous voyez, c'est dans les égouts, mais c'est vraiment, il y a plein de pingouins partout. Il faut savoir qu'il y avait sur le tournage des vrais pingouins et des faux pingouins, mais pas de la 3D, c'était des figurants dans des déguisements de pingouins. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo. Entre temps, il a sorti un autre film, mon préféré de toute
sa filmographie, en 1990, Johnny Depp interprète le premier rôle dans le film Édouard aux mains d'argent, un film qui met en lumière la noirceur humaine et la douceur derrière certaines apparences trompeuses. C'est un film poétique, émouvant, sublimé par la musique de Danny Elfman qui est magistrale. À savoir que le compositeur Danny Elfman collaborera avec Tim pour quasiment tous ses films. Voilà, ce film, j'en ferai une vidéo également dédiée parce qu'il est magique. En 1994, il change de direction avec Ed Wood, un film sur celui qu'on appelait le pire réalisateur de tous les temps. Si dans le film il est interprété par Johnny Depp, il faut savoir que Ed Wood a vraiment existé. D'ailleurs, voici à quoi il ressemblait. C'était un réalisateur qui, comme beaucoup, s'était installé à Hollywood dans l'espoir de se faire une place. Malheureusement pour lui, la vie générale est unanime. Il est extrêmement mauvais. Il recevra en 1980, à titre posthume, donc après sa mort, le titre du plus mauvais réalisateur de tous les temps. Personnellement, c'est pas un film que j'ai adoré. C'est un petit peu long, mais il y a un style, il y a un truc, il a un charme. C'est en noir et blanc. J'aime beaucoup comment Johnny Depp joue. J'aime bien un peu le truc fait maison. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc affectif en plus avec ce film. 1996, Tim va poser un classique. Pas du tout. Mais par contre, il nous livre son film sûrement le plus loufoque, Mars Attack. C'est inspiré de petites cartes qu'il avait, des petites cartes de jeu ou de un peu en mode cartoon d'une invasion martienne, je sais pas comment on dit. Et en fait, le titre est assez explicite. Le film nous propose une attaque des Martiens assez comique et ridicule. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que Tim Burton il choisit de nous donner le point de vue de gens un peu lambda. On a une famille, on a un gars qui travaille dans un casino, on a un jeune. Enfin, c'est assez. Tu sais pas pourquoi on a leur point de vue, mais du coup, ça fait une variété de points de vue qui est assez intéressante. C'est un film rigolo, mais c'est pas non plus une claque. Il sort en 1999, le dernier film qui appartiendra au XXe siècle, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. En 1799, l'inspecteur Crane est envoyé à Sleepy Hollow, un village perdu dans la pénombre, pour enquêter sur une série de meurtres assez mystérieuses. C'est pas vraiment un polar, c'est plus un film fantastique, mais il y a des petites enquêtes. Pareil, assez léger, sympa à voir. Acte 3. L'image bankable. Tim Burton. À partir des années 2000, quelques-uns de ses films vont être critiqués pour être un petit peu trop commerciaux. Il trouve que l'image, le style de Tim Burton qui faisait son charme a été standardisé, a été exagéré pour en faire une marque de fabrique. Maintenant, on peut dire quelque chose est Tim Burton ou n'est pas Tim Burton. Et donc, on a l'impression qu'il y a un petit peu moins d'âme dans ces films. Moi, concernant mon avis, je suis à moitié d'accord pour certains films et d'autres, je suis pas vraiment d'accord. Vous allez voir. Tout commence 2 ans plus tard lorsqu'il sort un nouveau film, Réanimer, une licence en suspens depuis plus de 30 ans. Et donc en 2001 sort La planète des singes. Alors moi je l'ai vu le film, j'ai toujours été très fasciné par ça, mais j'avais jamais vu aucun film de La planète des singes. Et donc j'étais assez curieux de voir. J'avais un petit peu peur parce que je me suis dit c'est vieux, ça va être des effets spéciaux assez mauvais. Mais en fait c'est du maquillage et c'est pas si mal. Enfin, tu sens que c'est une autre époque, mais ça fait son charme et le film est vraiment super. Moi j'ai adoré. Ça m'a donné envie de regarder tous les autres films en fait. Voilà, donc c'est super. 2003, Big Fish. L'histoire d'un homme qui aimait raconter sa vie de manière un petit peu extravagante, remplie d'imagination. Le déroulement est assez particulier à décrire, mais c'est un super beau film, hyper émouvant, rempli de magie en fait. Pour moi, il fait partie de ces top films. Il faudrait que je fasse un classement un jour, mais lui c'est un film onirique où il n'y a pas vraiment de frontière entre le réel et l'imaginaire. Tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques, mais c'est super à voir. Et je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique et j'aime beaucoup. On arrive en 2005. Vous connaissez sûrement l'histoire d'un petit garçon qui trouve un ticket d'or lui permettant de visiter la plus grande chocolaterie du monde. Warner Bros, Tim, Johnny Depp et Elena nous proposent une adaptation du roman Charlie et la chocolaterie.
Personnellement, ça fait partie des films que je trouve un petit peu gros, où je me suis un petit peu ennuyé parce que tu sens que c'est beaucoup de forme et un peu moins de fond. Enfin, je sais pas, mais le déroulement m'a un peu ennuyé. C'était magique quand j'étais petit, mais là, quand je l'ai revu, ça m'a un petit peu moins convaincu. Les Noces funèbres nous racontent l'histoire de Victor, un jeune homme qui va se retrouver accidentellement marié à une défunte alors qu'il se préparait à se marier avec une vivante, celle qu'il aime, Victoria. Et ce film illustre parfaitement le paradoxe que je vous racontais au début. Vous voyez le monde des vivants, gris, triste, éteint, et le monde des morts, plein de vie, plein de chaleur. C'est assez paradoxal, hein. Le monde des morts est plein de vie. Ils dansent et ils chantent et il y a plein de chaleur, t'as envie d'y aller. Mais pas trop quand même. Alors sachez que le prochain film, je le déteste, je le hais. En 2007, Tim Burton nous propose un synopsis classique mais intéressant. L'histoire de Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Benjamin Parker s'est fait emprisonner uniquement par jalousie par un juge qui convoitait sa bien-aimée. Des années plus tard, il revient pour se venger. Malheureusement, sa très chère se serait empoisonnée de tristesse. Sous la couverture de Sweeney Todd, il égorgera ses victimes alors qu'il devait rafraîchir leur coupe de cheveux. Le déroulement est cool. On a quelques petits rebondissements sympas. Ça a du potentiel, mais c'est une comédie musicale. Je hais les comédies musicales. Tant pis, ça aurait été un banger. Alice au pays des merveilles est le nouveau blockbuster en partenariat avec Disney que nous propose Tim Burton en 2010. Vous connaissez l'histoire originale, Alice, une jeune fille qui se retrouve à Wonderland par hasard en suivant un lapin dans son terrier, hyper magique, hyper voilà. Et en fait, petite particularité, Tim Burton dans ce film nous propose une autre version. Il propose en fait une Alice qui a grandi, qui a 19 ans et qui se souvient plus de son premier passage à Wonderland. En fait, elle ne sait pas si c'est un rêve ou voilà. Du coup, elle s'y retrouve. Et pendant tout le long, elle va se dire mais attends, mais c'est un rêve, c'est pas possible. Et eux vont se dire mais c'est pas la vraie Alice, sinon elle se souviendrait. Enfin voilà. Donc c'est un truc qui est assez intéressant. Dommage que le film se déroule trop rapidement à mon goût. Franchement, on aurait pu en faire une trilogie tellement c'est riche en éléments. Mais voilà, c'était quand même assez cool. Décidément, Tim Burton aime beaucoup Johnny Depp, puisqu'après lui avoir donné le rôle du Chapelier, il revêtit son costume de vampire pour interpréter Barnabas Collins, le protagoniste du nouveau film de Burton en 2012, Dark Shadows. Barnabas a fait fortune à son époque, mais a été maudit par une sorcière du nom d'Angélique, jouée par la sublime Eva Green. Elle l'enfermera vivant par jalousie amoureuse dans un cercueil pendant environ 300 ans, avant qu'il ne s'échappe et fasse son retour au XXe siècle. C'est une nouvelle fois plutôt rigolo. C'est pas hyper profond, c'est pas hyper... voilà, c'est... Les nouveaux Burton, c'est des films légers qui font sourire et qui sont sympas à regarder. Vous comprenez maintenant que la plupart des films de Tim Burton sont assez fantastiques puisque c'est lié à son imagination un peu loufoque. Néanmoins, un film se démarque de son catalogue. En 2014, il sort un film intitulé Big Eyes. Big Eyes ne parle pas de créatures, de la mort ou de rêve. Big Eyes raconte une histoire vraie. Margaret est une femme qui, dans un contexte où ce n'était pas habituel, a divorcé et s'occupe seule de sa fille. Elle a une passion qui est la peinture. Et son style à elle, de par son expérience passée, c'est de dessiner des enfants aux gros yeux. Elle ne connaît pas le succès, mais elle rencontrera un homme qu'elle aimera et qu'elle épousera. Cet homme est également peintre, mais après des années de mariage, elle se rend compte qu'elle ne l'a jamais vu peindre. Pour gagner leur vie, Walter propose un marché à sa femme. En bon commercial charmeur, il vend les toiles qu'elle peint. Sauf qu'en les vendant, il s'attribue les mérites, prétextant que des tableaux peints par une femme se vendraient moins. Et voilà, Big Eyes raconte l'histoire de l'exploitation de Margaret par son mari Walter pendant des années. Et c'est une histoire vraie. Voici une vraie image du couple. Alors moi j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a fait un petit peu respirer dans toute cette ère imaginaire avec Johnny Depp.
j'ai beaucoup aimé le film. Ça m'a fait découvrir cette histoire qui est assez folle. C'est Christophe Waltz en plus et je l'adore, c'est peut-être mon acteur préféré. Voilà, un super film. Sachez que Margaret a pris la parole, ça fait énormément de bruit et Walter de son côté a toujours nié jusqu'à sa mort. Je vous invite à aller voir ce film et à vous intéresser un peu plus à l'histoire derrière. Hyper intéressant. J'espère que jusqu'ici la vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont encore là, avant qu'on parle de ces deux derniers films, j'aimerais que vous me disiez en commentaire le prochain réalisateur que vous aimeriez que j'explore, si ce style de vidéo vous va. Et cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc s'il y a des choses qui vous intéressent moins ou que vous voyez autrement, n'hésitez pas à me le dire. Si moi ça peut me faire plaisir et vous rendre le visionnage plus agréable, c'est win-win. Donc dites-moi. En 2016, il adapte les romans de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors j'ai la trilogie. Oh non, j'ai oublié de vous montrer, mais j'avais les DVD. Vous pouvez vous faire du tapping pendant. Chez Ed Wood, Dark Shadow et Mars Attack. Bon bah je sais pas. Sachez que je vais essayer d'avoir tous les DVD pour faire une vraie collection. En vrai, il faudrait qu'on remette à la mode les DVD. Parce que c'est super. Vivant en fait. Wesh, il y a une araignée dessus. Bref. Donc, pour revenir à Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai la trilogie en livre. Et le film raconte seulement le premier tome. Donc, je ne vais rien vous raconter. Je vous garderai un épisode consacré à la trilogie. Mais c'est super comme film. En 2019, il offre un film familial, Dumbo. Au début, j'étais un peu réticent, je me suis dit ça va vraiment être un film pour les enfants, je vais m'ennuyer. J'ai failli pleurer, voilà, j'ai failli pleurer devant le film tellement il est émouvant. Dumbo, il est trop mimi sa mère, j'ai envie d'avoir un éléphant. Franchement, honnêtement, je trouve que l'histoire est bien, le déroulement est bien, on s'ennuie pas, ça se passe vite. Je sais pas comment l'ont pris les gens, les fans de Tim Burton, mais je trouve que c'est objectivement un bon film. Voilà. On arrive en 2024, il sort Beetlejuice 2 qui est un petit peu accueil un peu mitigé. Je vous en dis pas plus sur ça, puisque j'en ferai une vidéo dédiée. Mais enfin, on en a fini avec Tim Burton en tout cas, jusqu'à son prochain film, ou jusqu'à la fin de la série mercredi, que je pourrais vous raconter. C'est la fin de cette vidéo. Elle va être très longue, j'espère que ça vous ennuie pas trop. Si vous êtes resté jusqu'au bout, bah c'est super, check ça. On se dit à très bientôt dans une toute prochaine vidéo. C'était Monsieur H pour te relaxer.